Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cher jury, les jeux sont faits. Le sort en est jeté. La sentence sera irrévocable. Vous allez enfin savoir les noms des vainqueurs de ces deux demi-finales. Je laisse ainsi la parole à Maître Metaxas afin de nous annoncer le vainqueur de la première demi-finale. Bonsoir. D'abord, merci de nous accueillir dans votre université où, pour la plupart d'entre nous, on a fait nos armes. Ça évoque de très bons souvenirs. Un mot quand même. Je pense que vous partagerez cette opinion. On a eu des candidats d'excellente facture et de très bonne qualité. Tous. Et je le dis, ça n'engage que moi, mais il faut qu'ils persévèrent, qu'ils continuent, parce que sans doute là, on a le terreau, pour ce qui me préoccupe moi, d'excellents confrères. Ça n'engage que moi. On a délibéré, et c'est cruel. C'est cruel, mais c'est ainsi, c'est le jeu, et ça reste un jeu. Le premier finaliste, c'est le tandem Leclerc-Villeneuve. Oui, désolé, il faut que je note en direct. J'appelle dès à présent Madame Escolano pour annoncer le vainqueur de la seconde et dernière demi-finale. Bon, tout d'abord, nous avons apprécié l'ensemble des plaidoiries. Il y a derrière beaucoup de travail, d'investissement, d'humour. Mais, il faut bien choisir. Nous avons décidé de sélectionner Monsieur Quesson de Quercy. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, avant d'aborder la finale de cette 21e édition du concours de plaidoirie, applaudissons s'il vous plaît encore une fois chaleureusement les 4 équipes demi-finalistes qui, après 72 heures d'écriture acharnée, se sont affrontées, comme l'a dit le jury, avec élégance et talent et ont su embraser nos cœurs de leurs plaidoiries enflammées.
Ils ne sont désormais plus que deux. Deux plaideurs, franchissant les obstacles de ce concours sans trébucher ni faillir pour arriver, enfin, à cette prestigieuse finale que tout plaideur espère atteindre un jour. L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. C'est sur ce sujet que M. Quesson, plaidant le pour, et M. Leclerc, plaidant le contre, vont s'affronter ce soir au cours de cette grande finale. Cependant, on vient de me le dire en direct, changement de programme. Alors, j'ai pas mes feuilles. Petite interlude. Un peu long. Voilà. Mais avant cela, nous devons de décerner, alors pas un dernier prix, mais le premier prix donc, et non le moindre. Le prix Scarano, récompensant le demi-finaliste qui a su obtenir le plus d'applaudissements du public de l'amphithéâtre de retransmission. J'appelle pour remettre ce prix Monsieur Bullinge, vainqueur de la 20e, autant pour moi, édition du concours d'éloquence, s'il vous plaît. Et évidemment, parce que tout est en direct, Marine l'orphelin pour l'assister. Ce qu'il y a dans ce petit sac, c'est un prix, mais pas seulement un prix de consolation, c'est véritablement un prix qui vient récompenser l'un des demi-finalistes malheureux, mais qui a remporté l'approbation du public. Approbation du public qui a été marquée donc par cet applaudimètre, qui a été étudié et analysé par les membres de la DELI grâce à leurs oreilles. Et qui donc vient récompenser un candidat malheureux qui vient de trébucher malheureusement dans ces demi-finales. Peut-être qu'il a trébuché parce qu'il était tombé sur un os, parce qu'il était tombé sur un couple, qu'il était seul. Moi, j'avais la chance, avec ma fiancée, qui venait tout le temps me dire « ça, ne le dis surtout pas, ils vont te jeter des pierres dessus, ils vont te jeter des tomates, ça va être horrible, ils vont tous te cracher dessus ». Lui, il était peut-être seul et il n'avait peut-être pas cette chance. Il n'a reçu aucun crachat, on peut le féliciter pour ça. Mais ce que l'on peut dire surtout, c'est que ce prix va le récompenser pour avoir été ce soir un jeune orateur de talent qui doit venir prendre sa place quelque part entre Démosthène et Michel Drucker. Je veux bien sûr appeler Monsieur Mignot. Bon, plus de surprise. Je disais donc, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. C'est donc sur ce sujet que M. Titouan-Quesson, plaidant le pour, et l'équipe, plutôt M. Leclerc, excusez-moi, plaidant le contre, va s'affronter ce soir au cours de cette grande finale. Accueillons sans plus tarder M. Titouan-Quesson, traitant le pour de ce sujet. C'est bon? Il marche pas? Il marche, c'est bon.
L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Bernard Werber. Sacré Bébert. 2 pour le prix d'une. Non content de nous avoir torturé l'esprit avec des considérations sophistiques, mais efficaces, le bon vieux Bernard nous donne ce soir à réfléchir. Et après avoir défendu en début de soirée qu'il s'est magistralement trompé, il nous faut démontrer désormais que cette phrase est la stricte vérité. Mon honnêteté intellectuelle me fait peur. C'est bien la preuve, public adoré, Adélien, Adélienne, et surtout les dernières, et vous, honorables membres du jury, que le principal n'est pas d'être convaincu. Et c'est d'ailleurs un paradoxe profond, car si je vous convainc ce soir que convaincre n'est pas le plus important, aurais-je réussi ou échoué ? À vous d'en décider. La défense de ce sujet nous place devant une apparente contradiction irréfragable. Si je tente de vous convaincre que cette phrase est juste, je plaide alors contre moi-même. Cette logique ô combien neutralisante sera détaillée par mon cher contradicteur, qui verra sans doute ma mort argumentative. Ne jubilez pas trop vite, monsieur Leclerc. Car le sens de cette phrase est plus profond qu'une simple opposition frontale entre conviction et réflexion. Ici, Bernard Werber veut tout simplement nous faire changer de cible dans notre communication interpersonnelle. Avant de vous montrer la nécessité de cette conversion sociale, juriste oblige, précisons les termes. Convaincre. Il s'agit tout bonnement de l'action par laquelle on amène quelqu'un à admettre une vérité, un fait. Donner à réfléchir. Ici, l'expression est plus vaste que la simple réflexion. Ce mouvement par lequel la pensée revient sur elle-même pour s'interroger sur ce qu'elle est et découvrir tous les problèmes de l'esprit. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donner à réfléchir. Un peu comme le journaliste français donne à voir de manière neutre et objective. Cette formule suggère une chose de très rare au monde. La cogitation réflexive, intermutuelle, mais non persuasive. Oui. Plus trivialement, c'est cette amitié intellectuelle que vous ne ressentez que pour 1 ou 2 personnes dans le monde. Ces personnes avec lesquelles le propos est pur, sans prétention de convaincre. Il donne à réfléchir. Il est en effet courant qu'au détour de la plus banale des conversations, nous engagions un véritable bras de fer avec notre interlocuteur afin qu'il admette notre raison. En France, ce pays où débat et discussion sont synonymes, Werber nous laisse ce commandement. Réfléchissez les uns les autres comme j'ai réfléchi. Cessons la lutte pour la conviction et marchons ensemble vers la réflexion. Voilà un cri salvateur, un cri de paix et d'amour. Mais bien plus que l'apaisement entre les êtres humains, ce cri renouvelle une bonne vieille méthode. Et dans le pays de Descartes, la formule de Weber fait résonner ce bien bel écho. Je pensais qu'il fallait que je rejetasse comme absolument faux tout ce en quoi je pourrais imaginer le moindre doute, afin de voir s'il ne résulterait point, après cela, quelque chose en ma créance qui fût entièrement indubitable. Conviction, réflexion, Descartes a fait son choix. Et vous ? Platon nous l'a dit, et vous le savez tous, le doute est l'école de la vérité. Et quelle place pour le doute chez celui qui cherche l'adhésion ? Quelle place pour le doute dans l'assurance dogmatique de celui qui essaye de convaincre ? Assurément, il n'y en a aucune. Doutons ensemble, si vous le voulez bien. Doutons du bien fondé de la conviction, avant de douter du fait de douter de la réflexion. Premier point, l'impuissance de la conviction. Convaincre est une illusion. On parvient quelquefois à vaincre les gens dans une discussion. À les convaincre, jamais. Car nous ne sommes jamais acquis à la pensée d'autrui. Notre intellect est tel un barrage, perméable à la réflexion de l'autre. En effet, comme l'explique Schopenhauer dans L'art d'avoir toujours raison, la vanité est innée, particulièrement irritable en ce qui concerne les facultés mentales. Elle ne veut pas accepter que notre affirmation se révèle fausse,
ni que celle de l'adversaire se révèle juste. Nous gardons toujours l'intime conviction que nous avons raison. En effet, quel homme n'a pas l'impression d'avoir assez d'intelligence puisque c'est avec celle-ci qu'il juge? C'est bien là la preuve que réflexion doit l'emporter sur la conviction. Certes, quelquefois, l'illusion de la conviction se fait dans les yeux de notre adversaire défait. Mais précisément, c'est une illusion. Car la conviction ne peut être que temporaire. La réflexion revient au galop, et de nouveaux paramètres viennent ébranler la certitude établie. Et l'homme que nous avions convaincu se remet à penser. Quel est donc l'apport de notre conviction? Quel fruit a-t-elle porté? Convaincre n'est donc pas seulement inutile et compliqué, mais pour Aristote, convaincre est infécond. Telle est la dialectique de notre humanité. Nous sommes amenés à convaincre, nous qui sommes faits pour penser. Luttons contre cette attraction. Pensons. En donnant toute importance à la conviction, mon contradicteur tentera de vous tromper, car ce serait défendre l'inutile et l'infécond, le débat stérile. Vouloir convaincre, c'est finalement se sentir investi de la mission d'inclure l'autre dans sa propre médiocrité. Au final, c'est affirmer qu'il y a d'un côté ceux qui pensent et ceux qui admettent. Mon contradicteur se fera le champion des oppresseurs, le chantre des puissants. Convaincre n'est important que pour les dominants qui s'octroient le monopole de la réflexion. Pour eux, convaincre est important, car il s'agit de tenir sous leur joug la plèbe convaincue de leurs bienfaits. Nous sommes les défenseurs du genre humain face à un tel projet d'asservissement. Convaincre, et c'est l'objet de notre deuxième point, est la claire volonté de réduire la pensée. L'esprit commande l'homme. C'est donc en contrôlant l'esprit qu'on contrôle l'homme. Telle est la logique de la conviction. Convaincre, c'est empêcher la réflexion du sujet par lui-même. C'est lui imposer son idée. C'est ainsi que les ennemis de l'humanité ont toujours été les ardents défenseurs de la conviction, enlevant à l'homme toute possibilité de réflexion. Les totalitarismes démontrent qu'une trop grande importance donnée à la conviction instaure le marasme créatif. Et quand la conviction ne fonctionne plus, et qu'on a porté son intention au nu, que reste-t-il comme solution? Eh bien la forme dégénérée de la conviction, c'est-à-dire l'endoctrinement. George Orwell avait tout compris quand il écrivait 1984. Winston Smith nous offre l'exemple de cet esprit libre, courageux, un esprit qui ne se laisse pas soumettre par les dévots de la conviction, clamant haut et fort « Non, vous n'aurez pas ma liberté de penser !» Ou encore « Il faut être bien borné pour ne rien changer à ses pensées ». Proverbe chinois du 13e arrondissement de Paris. Dans un univers où la pensée unique, cet oxymore, est inculquée dès le berceau, Smith nous donne la preuve que même la plus absolue des convictions ne peut éteindre la flamme de la réflexion. Quoi qu'il arrive, la flamme de la réflexion française ne doit pas s'éteindre, et elle ne s'éteindra pas. Deuxième point, l'importance de la réflexion. Braque, le peintre, nous conseille: contentons-nous de réfléchir, n'essayons pas de convaincre. Dès lors, ne nous braquons pas l'esprit, mais témoignons de l'importance supérieure de la réflexion. Cogito ergo sum, affirmait Descartes. Je pense, donc je suis. Le but premier de la philosophie n'est donc pas de convaincre, mais c'est d'amener autrui à la réflexion. C'est lui donner les moyens d'évoluer par lui-même, d'être autonome en pensée. Nous sommes des êtres libres. Quand nous pensons, nous exerçons notre liberté. Et mieux, quand nous arrivons à laisser penser, nous délivrons. Souvenez-vous de vos cours de philosophie, le mythe de la caverne de Platon, votre roue de secours au bac. Celui qui essaye d'y convaincre projette sur la paroi une image erronée de la réalité. Dans ce cas, seule la lumière réfléchit, et pas l'homme. Platon appuie notre argumentation.
il faut que l'homme sorte de sa caverne. Il faut, pour se perfectionner par lui-même, qu'il devienne autonome, qu'il réfléchisse, et non pas qu'il soit convaincu. La réflexion est donc fondamentalement émancipatrice. Ainsi, Monsieur Leclerc, proclamer la toute-puissance de la conviction, c'est refuser l'émancipation de l'homme. Socrate lui-même n'a-t-il pas développé la maïeutique, l'art de faire accoucher les esprits? Mais alors la conviction, c'est la contraception de la pensée. Socrate ne posait-il pas des questions faussement naïves à ses disciples? Ne s'arrangeait-il pas pour que l'interlocuteur se rende par lui-même compte de ses propres manques de réflexion? C'est là tout le contraire de la conviction, qui s'impose et conquiert quand la réflexion libère. Platon, dans l'école des femmes, invite le lecteur à réfléchir. Sabatier, dans l'école des fans, invite également les enfants à réfléchir. Car c'est l'école qui est et doit rester le premier lieu du partage de la réflexion, et non celui de l'imposition des idées en tout genre. Werber nous invite à ne pas convaincre, mais à réfléchir avec autrui. Il nous livre ici une invitation à l'humilité, au partage, à se dîner avec les voisins, ce véritable banquet de Platon. Car oui, nous avons des voisins intelligents. Nous savons tous que nous ne sommes pas omniscients. Nous n'avons pas accès à toute la connaissance. Alors comment oserions-nous prétendre convaincre, imposer notre vérité, bien souvent fallacieuse? Même le seul être omniscient, à savoir Dieu, n'est pas dans l'optique de convaincre, mais de donner à réfléchir. Les paraboles bibliques ne sont-elles pas la preuve qu'il faut faire réfléchir et non pas convaincre? Les fables elles-mêmes ne sont-elles pas des portes ouvertes à la réflexion, plus que des chefs-d'œuvre de conviction? La liberté humaine est couplée à la réflexion, et non pas à la force de conviction. C'est pourquoi le plus important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Il y a donc primauté de la réflexion qui rend libre face à la conviction qui enivre. En définitive, et pour la dernière fois devant toi, public, oui, je suis ému. Retenez, honorable jury, cette maxime. Ne débattez jamais, vous ne convaincrez personne. Les convictions sont comme les clous, plus on tape dessus, plus on les enfonce. Au contraire, les réflexions sont-elles un jardin qu'il nous faut cultiver? Loin d'une vision candide, réfléchissez que la pensée, essence de notre liberté, ne saurait être galvaudée au profit de la vile conviction qui flatte l'orgueil et navre les passions. Conscient de l'importance de ce moment, je veux vous faire une confidence. Des plaidoiries de mon contradicteur et moi, il restera un bon vainqueur et un convaincu. Merci. Nous remercions M. Titouan-Quesson pour sa plaidoirie. Accueillons dès à présent M. Leclerc défendant le contre. Là, je m'en fous. Ah ouais. Cher jury, cher public, chers membres de la DELI, rebonsoir. L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Je pourrais m'arrêter là. Mais non, je ne peux pas me résoudre à vous abandonner tel de pauvres airs, comme ça, dans une réflexion à corps perdu. Je me sens le devoir de vous éclairer et de vous convaincre, mon côté philanthrope probablement. Savez-vous ce que c'est qu'un misanthrope? C'est un homme qui vous force à réfléchir, ce qui est très très ennuyeux, disait Alfred Capu. Mais je ne suis pas de ceux qui considèrent que seul suffit de donner à réfléchir. Et je vais, par le raisonnement, tenter de vous convaincre
que ceux qui pensent l'inverse ont tort. Rappelons brièvement le sens des termes du sujet. Important, comme vous en conviendrez, dont la place, le rôle, l'intérêt ou les conséquences possibles sont considérables. Convaincre, amener quelqu'un, par des raisons ou des preuves, à reconnaître quelque chose comme vrai ou nécessaire. Donner, c'est remettre quelque chose à quelqu'un, aux surprises encore. Réfléchir, penser longuement, en examinant. Cette citation est de Bernard Werber, extraite de Le Père de nos pères, et semble fortement inspirée de la citation de Georges Braque. Contentons-nous de faire réfléchir, n'essayons pas de convaincre. Werber, donc, qui a obtenu comme prestigieuse distinction, rappelons-le quand même, le Grand Prix d'électrice de L et le prix des lecteurs de sciences et avenir. Avouez que ça en jette quand même. Werber est donc plus proche d'un Gérard de Villiers que d'un Hugo, d'un Molière ou d'un Montesquieu. C'est dire comme cette phrase doit être prise au sérieux. L'important est-il alors de donner à réfléchir, alors que convaincre est futile, comme l'affirme Werber? Nous verrons que réfléchir est dangereux. Suite à quoi je vais tâcher de vous convaincre que réfléchir est un acte égoïste et sans portée. Réfléchir est donc dangereux, mais pour le moins nécessaire. Alex Carrel, dans L'Homme, cet inconnu, nous dit que souvent, ceux qui sont capables de réfléchir deviennent malheureux. Ce qui introduit parfaitement mon A. Pour vivre heureux, ne réfléchissons pas. En effet, il semble évident que l'on ne réfléchit pas lorsqu'on est heureux, comme le dit si bien Sacha Guitry dans Les femmes et l'amour. Jean Cocteau ajoute qu'à force de ne jamais réfléchir, on a un bonheur stupide. Ce à quoi Romain Guillaume répond. Selon Cocteau, ne jamais réfléchir mène à un bonheur stupide. Fort bien. Mais réfléchir mène-t-il au bonheur intelligent ou plutôt à l'absence de bonheur? On a donc affaire dans la littérature à une affirmation communément admise, réfléchir rend malheureux. Boetus popere spiritu. Heureux les pauvres d'esprit. Jean-Jacques Rousseau précise dans son discours sur les origines des fondements de l'inégalité parmi les hommes que l'état de réflexion n'est pas naturel, j'ose presque assurer que l'état de réflexion est un état contre nature et que l'homme qui médite est un animal dépravé. Réfléchir, c'est se brider. Si chaque action que l'on fait doit faire l'objet d'une réflexion, alors adieu la spontanéité et bonjour à l'immobilisme. Ce qu'illustre parfaitement Bazin dans Vipère, lorsqu'il dit « S'il fallait réfléchir ainsi, peser toutes les conséquences de ces actes avant de sentir leur nécessité, je ne serais plus moi-même, je ne pourrais plus vivre. » Comme disait Vauvenargues, personne n'est sujet à plus de fautes que ceux qui n'agissent que par réflexion. Comment peut-on dire que donner à réfléchir est important alors que la réflexion est l'apanage de l'inaction? Les soldats, par exemple. Si on leur donnait à réfléchir, serait-il aussi efficace? Non. C'est leur entraînement, ces gestes appris par cœur, cette capacité à désactiver le cerveau qui en font des bêtes de guerre. Ernest Renan disait d'ailleurs, on n'est héroïque que par le fait de ne pas réfléchir. Beaucoup de grandes choses ont été faites par des actions qui ne sont pas nées de la réflexion. Rien d'humainement grand n'est né de la réflexion, disait Joseph Conrad. Selon Talleyrand, les mécontents, ce sont des pauvres qui réfléchissent. Ainsi, pour être heureux, soyons riches et ignorants. L'avenir de l'optimiste appartient au divertissement, celui du pessimisme à la réflexion, selon Romain Guillaume. Aux joies, réfléchir, ça donne pas très envie. Et pourtant, il faut bien.
Il semble évident que donner à réfléchir ne peut être détaché, comme semble le faire le sujet de l'art de convaincre. Mais voyons tout de suite notre deuxième sous-développement. Donner à réfléchir, composante de l'art de convaincre. Vous êtes tous, je l'espère, convaincus de quelque chose. La question ne se pose pas, car la conviction participe à la construction de l'identité individuelle et sociale. Vous êtes donc tous convaincus de quelque chose. On avance. Mais si cette conviction vous est venue sans réflexion aucune, je crains qu'il ne faille définitivement vous me considérer comme bon. C'est lorsque nous croyons savoir quelque chose qu'il faut justement réfléchir un peu plus profondément, nous apprend Frank Herbert. La conviction entraîne-t-elle l'adhésion imbécile, le sot acquiescement? On peut le penser. Et pourtant, rien n'est plus faux. Ce n'est pas l'absence de réflexion qui pousse à la conviction, au contraire. La conviction n'est que réflexion, avec bien sûr des outils supplémentaires. Ce soir, plusieurs d'entre vous, 3, 4 maximum, ne vont pas être convaincus par ce que je vais dire. Est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Eh bien non, pourtant j'aimerais que ça soit le cas. C'est tout le contraire. C'est parce qu'ils auront réfléchi. Ils se seront dit, je n'adhère pas à cette vision des choses. Convaincre passe par l'usage de la raison. Pour convaincre, celui qui argumente fait appel aux facultés d'analyse et de raisonnement, à l'esprit critique du destinataire pour obtenir son accord après mûre réflexion. De plus, le but de ma plaidoirie est de l'art ô combien difficile de plaider est de convaincre. De vous faire, vous, public, vous, membres du jury, adhérer à ma conviction profonde que je vous expose ici même. Mon contradicteur a donc bon ton de défendre le contraire. Peut-être souffre-t-il de schizophrénie, mais comment peut-il adhérer à une phrase qui, de par l'affirmation qu'elle porte, rend ce concours, son travail, sa gestuelle magnifique, inutile et vaine? N'aura-t-il alors pas été plus simple pour lui de se placer au pupitre? Il y a du matériel. Et de lire, de façon monotone, un texte ou une simple citation, traitant de notre sujet afin de vous donner à réfléchir et de vous laisser faire tout le boulot. À l'instar de la maxime de M. Coubertin, qui nous invite à relativiser la cuisante gifle de l'échec, la thèse que défend mon contradicteur porte également sur la marque du manque d'ambition intellectuelle. Cependant, cette vision est relative, car si par malheur vous veniez à ne pas comprendre mon idée, par souvent trop intelligente, serait-elle pour autant mauvaise? Devrions-nous soumettre la question du vrai et du faux à la vox populi? Marie Curie aurait-elle dû demander aux puisatiers du village ce qu'ils pensaient de ces isotopes avant de les présenter à la Société des sciences? Évidemment non. C'est mon expérience, en l'espèce, c'est ma réflexion de ces 72 dernières heures qui ont été particulièrement dures, passées sur le sujet qui me permet donc de vous apporter les clés des voies de réflexion. Ainsi convaincre, c'est donner à réfléchir. Sur un point, d'ailleurs, que l'on connaît et que l'on expose. Ce n'est pas donner à réfléchir sans donner le guide d'explication. Convaincre, c'est transmettre son opinion au regard de son expérience. De même, être convaincu est évidemment plus naturel lorsque la personne qui tente de nous convaincre est reconnue pour son expérience. Le diagnostic d'un médecin, le conseil juridique d'un avocat, l'enseignement d'un ancien. Un professeur qui enseigne ne donne pas à réfléchir comme ça, il affirme, il convainc, il donne à réfléchir en guidant ses élèves. Au regard de cet exemple, que faut-il mieux, selon vous, convaincre ou simplement donner à réfléchir? Ainsi, donner à réfléchir est une des composantes de l'art de convaincre. J'irais même jusqu'à dire que pour que la conviction acquise soit ancrée, il faut qu'elle ait entraîné une réaction, une réflexion profonde. Mais attaquons notre deuxième développement. Donner à réfléchir, acte
égoïste sans portée. Car oui, donner à réfléchir, contrairement à ce que laisse croire le terme de donner, c'est un acte égoïste. C'est le plus ancien acte unilatéral, un acte solitaire qui n'enjoint pas au partage. La réflexion, action solitaire, convaincre, acte de dialogue. L'action de réfléchir ne suppose pas le dialogue. Lorsque l'on donne à réfléchir, on n'attend pas de retour. En effet, la réflexion est une action solitaire. Donner à réfléchir est extrêmement facile. Un simple sujet de philosophie au bac, un simple sujet d'examen, tout donne à réfléchir. Convaincre, c'est un art, un but. Convaincre, c'est quand une personne cherche à amener un lecteur à reconnaître qu'une proposition, qu'un point de vue est véridique, irréfutable. Réfléchir se fait seul. C'est un acte antisocial, égoïste. Et c'est là toute la différence avec l'acte de convaincre qui suppose d'aller vers l'autre, c'est-à-dire s'adapter à la vision de l'autre. Mais c'est également s'affranchir de tout, justement, de valeurs. Les arguments seront conceptuels, dépourvus de connotations sentimentales dans la mesure du possible. Convaincre, c'est opposer les arguments rationnels. C'est une démonstration extrêmement scientifique, raisonnée, dénuée de tout affectif. La froide analyse d'une situation. C'est la possibilité du dialogue donné à réfléchir. C'est non seulement traiter l'autre de décérébrer, mais c'est également la possibilité de se rassurer sur l'ignorance de l'autre. Réfléchir n'étant que la première étape, celle qui actionne le mécanisme qui aboutit, donne un discours complet, un discours structuré. Mieux vaut une personne convaincue qu'une personne à qui on a donné à réfléchir et qui ne le fait pas. Il vaut mieux ne pas réfléchir du tout. Pardon. Il vaut mieux ne pas réfléchir du tout que de ne pas réfléchir assez, disait Tristan Bernard, et oh combien il avait raison. C'est l'importance de ce dialogue que Weber supprime dans cette citation. Il nous affirme que mieux vaut une réflexion personnelle, renfermée, subjective, qu'un dialogue convaincant où chacun apporte sa contribution, sans débat. Une autre différence existant entre convaincre et donner à réfléchir est la portée de l'action qu'elle engendre. Donner à réfléchir ne permet pas nécessairement de provoquer la décision, l'action chez une personne. La publicité l'a bien compris et elle tente de vous convaincre d'acheter. Les hommes politiques également utilisent l'art de convaincre pour vous pousser à agir en votant pour eux. On peut considérer que l'on a affaire à des dérives de l'art de convaincre. Les moyens utilisés pour convaincre sont d'ailleurs souvent d'autres moyens que la réflexion et pas souvent par la persuasion, qui est le moyen de faire adhérer une personne à ses idées en utilisant des émotions, des sensations et tutti quanti. La portée de la conviction à mener à quelqu'un est autrement plus grande. Une personne convaincue se battra. Elle se battra pour les idées qu'elle a acquises. Une personne convaincue, elle ira voter au municipal. Une personne convaincue restera dormir chez toi alors qu'elle ne te connaît pas. Que se serait-il passé si tu avais uniquement donné à réfléchir à cette personne de sexe féminin ou autre d'ailleurs, qui reste dormir chez toi? Ici, on montre bien que la dynamique est différente devant la passivité du simple don de réflexion. L'art de convaincre s'échine à ancrer la réflexion dans le réel. J'ai donc usé de l'art de convaincre pour vous montrer que cette phrase est assez sotte pour gagner un prix de littérature du magazine féminin Elle, mais qu'il a est et restera à sa place. Merci. Nous remercions Monsieur Leclerc pour avoir clôturé cette magnifique plaidoirie finale. Il est temps maintenant pour notre jury de désigner le grand vainqueur de cette 21e édition du concours de plaidoirie. L'impatience est grande, nos cœurs sont probablement crispés et l'atmosphère se fait lourde. En espérant connaître le verdict le plus rapidement possible, laissons le jury se retirer pour la dernière délibération de cette édition 2014. Et pendant la délibération, nous vous serons gré de bien vouloir rester à vos places
Nous vous réservons encore quelques surprises durant cette attente. Merci.